Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti Nice. Comme chaque semaine, on est très content de vous retrouver pour décortiquer l'actualité de l'OGC Nice et puis se séguer un peu sur cette deuxième place aussi que l'OGC Nice a su conserver à la faveur de sa victoire à domicile face à Nantes 2-1. C'était vendredi soir, on a tous passé un bon week-end, je pense, suite à cette victoire et notamment suite aussi aux résultats de nos concurrents en direct dimanche soir. Mais pour parler d'énormément de rumeurs mercato. Là, ça a été une rafale. Je pense que ça va faire une majorité de notre émission, même si on va essayer de se contenir dans ce créneau entre 3/4 d'heure et 1 heure pour ne pas non plus vous accompagner toute la semaine. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Cédric. Salut Cédric, comment ça va ? Salut Sky, bah écoute, ça va très bien, ça va très bien. On s'est un peu gelé vendredi soir, mais bon, on a vu une victoire. On en parlera un peu plus en détail après, mais Et en plus, on a vu une victoire. on était tous séparés. Ouais, Donc c'était triste quand même. Mais bon. c'est ça, c'est ça. Bon, moi, ça va, j'ai réussi à rester à mon endroit habituel, mais c'était pas le cas de tout le monde, on va dire. Non, effectivement, il y en a qui se sont fait exiler de l'autre côté du stade. Mais bon, après, on a retrouvé des visages connus en tribune, évidemment. Mercato oblige, on a fait appel à votre insider préféré, Romain Chouchou. Comment ça va, Romain ? Bah ça va, hein. Putain, j'aime bien la présentation, tu vois. T'as vu, c'est flatteur. C'est bon, je suis obligé. Putain, J'ai perdu mon pari avec toi sur le nombre de points marqués par l'OGC Nice, donc je te dois 1 an de compliments. Enfin, en réalité, ouais. non, c'est pas vrai. Putain, un an carrément. C'est sincère. Ouais, j'aurais pas dû parier aussi gros. Non, voilà, C'est blague bon, à ça. part, un des spécialistes du mercato de l'OGC Nice, c'est évidemment Romain. Il aura quelques bonbons à nous faire croquer dans cette émission. Je ne te mets pas du tout la pression, Romain, mais voilà, on va revenir très très largement sur l'actualité du mercato de l'OGC Nice. Et écoutez, je vous propose de commencer tout de suite, puisque le menu est quand même chargé, et qu'en plus de ça, au moment où on enregistre, on est en attente de certaines officialisations. En tout cas, ça va bouger très prochainement, peut-être même qu'au moment où vous écouterez cette émission, ce sera déjà le cas. On pense en tout premier lieu, parce que c'est la dernière information qui nous est parvenue avant d'enregistrer cette émission, auprès de Lucas Dacunia, qui va finir la saison du côté du Clermont Foot. C'est une information apportée par Le Parisien ces dernières heures. Donc voilà, un joueur qui ne devrait d'ailleurs pas affronter l'OGC Nice le 6 février, puisqu'il y avait un Nice-Clermont qui était prévu en vertu d'une clause qui sera insérée dans son contrat de prêt. C'est bien, on y pense enfin à ce genre de clause, nous également. Donc ce départ, un peu surprise, même si bon, il fait du sens par rapport au peu de temps de jeu que Lucas Dacunia, aucune apparition depuis le mois de novembre notamment, avait ces derniers mois. C'est bien pour lui, il va se rapprocher en plus de sa famille, de sa région natale. C'est bien pour le club qui va récupérer un jeune joueur qui, on l'espère, aura davantage de temps de jeu dans les pattes. Voilà. Est-ce que vous aussi, vous validez un peu ce mouvement ? Est-ce que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde ? Et évidemment pour Clermont également. Bon, je pense que oui, c'est une bonne opportunité pour lui, hein. Je pense que au départ, il était peut-être pas très très friand de partir en prêt. Mais vu son temps de jeu ces dernières semaines, hein, ça paraissait logique qu'on essaie de lui trouver une porte de sortie. Le but du jeu pour lui, c'est de jouer parce que le talent, il l'a. On a vu les quelques apparitions en début de saison étaient très bonnes, j'ai trouvé. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle. Voilà, ça va. Je pense qu'il va avoir pas mal de temps de jeu à Clermont, donc c'est gagnant pour tout le monde. C'est le bon choix, Clermont, pour toi, Romain ? Alors le bon choix pour lui, oui. Concrètement, pour moi, je pense que c'est un bon choix pour lui. Après, c'est plus pour nous. Franchement, je le voyais pas partir et j'avais pas eu du tout d'infos dessus. Mais par contre, ouais, je trouve ça, pour l'instant, en tout cas, je trouve ça dommage. Après, à voir par qui il sera remplacé. Mais je sais pas, je trouve ça dommage parce que je pense qu'il aurait pu apporter. Quand on voit qu'un Boudaoui, il est des fois un peu en dedans, même si c'est pas totalement le même profil, même pas du tout. Mais je pense qu'il aurait pu quand même apporter quelque chose dans la deuxième partie de saison. Et surtout au vu des blessures qui sont assez fréquentes depuis quelques années. Donc à voir par qui va être remplacé, mais pour l'instant je suis un peu sceptique quand même. Tu parles de remplacement. On s'attendait, Cédric, plutôt à un départ d'Alexis Claude Maurice, qui n'est pas remis en question de ce qu'on sache. Alexis Claude Maurice cherche probablement toujours la porte de sortie idoine vers un club de Ligue 1. C'est en tout cas un peu la tendance en ce moment, même si on sait que tout peut très très vite bouger en période de mercato et qu'il n'aura peut-être pas non plus 150 propositions. On sait qu'il y avait notamment 3 qui étaient intéressés, mais qui n'avaient pas ses faveurs jusque-là. Est-ce que pour toi, le départ de Lucas Dacunia nécessite d'être remplacé numériquement ? Si oui, par quel profil ? Est-ce que un seul remplaçant suffirait si Dacunia et Claude Maurice partaient ? Voilà. Et qu'est-ce que tu attends
à ce poste d'ailier, notamment, qui on sait n'est pas non plus très très renforcé à ce jour. En tout cas, on manque de certitude à ce poste-là. Qu'est-ce que tu attends jusqu'à la fin du mercato dans le sens des arrivées cette fois? Bah moi, concernant le poste d'ailier droit, je vais un peu rejoindre ce que disait Romain, dans le sens où pour l'instant, t'es deux joueurs qui sont capables de jouer à ce poste, c'est-à-dire Boudaoui et Stengs. C'est quand même des joueurs qui, pour l'instant, sur cette saison, ont montré quand même un petit facteur blessure plus élevé que la moyenne, on va dire. Et puis un facteur sportif pas oufissime en plus. Voilà, avec un rendement sportif également, comme tu as dit, qui est pas incroyable pour l'instant. Boudaoui, même si c'est un énorme travailleur, moi j'ai un peu de mal à ce poste, je trouve. Je le trouve pas du tout transcendant. Donc je trouverais ça un peu bizarre de laisser partir d'Acuna, voire peut-être Claude Maurice, hein, parce que je pense pas que ça ferme la porte à un départ de Claude Maurice qui lui aussi va réclamer du temps de jeu, je pense. Mais tu faire les 6 derniers mois où en plus encore une fois t'es deuxième et t'as l'envie, je pense, et l'objectif de finir la saison en trombe, de faire toute la fin de saison avec seulement Boudaoui et Stengs à droite, je sais pas si c'est pas un petit peu risqué. Donc pour toi, au moins une arrivée nécessaire. Au moins une arrivée, je pense. Enfin, après avoir, hein, c'est toujours pareil, mais on va reprendre la phrase qu'avait dit Galtier aussi je crois que c'était à RMC concernant le mercato, où il disait que voilà, concernant les arrivées, tout départ serait remplacé. Donc là, des départs, il y en a. On attend les officialisations de d'Acuna et de Robson Bambou, qui est toujours pas. On va y venir officialisé. également, Robson Bambou, voilà, effectivement. exactement. Mais voilà. Pour l'instant, il y a eu juste l'arrivée d'Amavi. Donc pour moi, je pense qu'offensivement, il va peut-être te falloir potentiellement quelqu'un sur les ailes. Romain, pour toi, une arrivée minimum aussi? Bah, après, ouais, comme le dit Cédric, on est en train de se démunir. Donc non, pour moi, s'il y a Claude Maurice et Dacunia qui s'en vont, et d'après ce que je sais, non, chaque départ doit être remplacé. Donc deux arrivées même, en l'occurrence, pour toi. Bah, pour moi, c'est deux arrivées. Alors, je l'imaginais pas du tout, mais en tout cas, si on s'en tient à ce que veut Galtier, et ça, il le dit clairement, que ça soit dans les médias ou en off dans le club, il voudra donc deux arrivées. S'il y a deux départs, il y aura deux arrivées. Ok. Enfin, voilà. Admettons, peut-être j'oublie quelqu'un, hein, mais admettons qu'on perde, on lâche en prêt Dacunia et Claude Maurice. J'oublie peut-être quelqu'un, mais à gauche, à part Kluivert, on a personne. Bah non. Tu as Gouiri qui dépanne. Tu n'as plus Ouais. Camara, On se tu n'as plus retrouverait- Camara pour dépanner, donc est-ce que tu vas tenter un horrible truc, genre à ma vie, tu vois? Mais Donc tu te non, je retrouverais pense pas que ce soit qu'avec trois ailiers pour deux postes. oui, parce que tu vas avoir Attal qui va Sachant que les probablement trois sont- dépanner quand il va revenir, quand il sera pas blessé, mais effectivement, tu seras très très court en spécialiste, tout en sachant déjà que, a priori, tu as Boudaoui sur le côté qui n'est pas un spécialiste. Ah ouais. Et c'est pour ça Ouais, que moi je dis que paraîtrait un peu Dacunia, fou, c'est ouais. pas gagnant-gagnant pour l'instant. Bah on jugera le gagnant-gagnant Voilà, sur c'est ces pour ça. postes-là le 31 janvier du coup. Exactement. Tu parlais du départ aussi, l'autre dont on attend l'officialisation, c'est le départ de Robson Bambou. Effectivement, la visite médicale s'est bien passée au Brésil auprès des Corinthians pendant le week-end. L'annonce officielle devrait être faite dans la semaine. Les derniers détails ont été finalisés. D'après, d'ailleurs, la presse brésilienne du jour, c'est un peu la dernière information qu'on a. Le club brésilien donc, qui comptera Robson Bambou dans son effectif pour toute l'année civile 2022. On vous rappelle que les championnats sud-américains sont décalés, sont sur année civile. Devrait donc payer l'intégralité du salaire du défenseur de l'OGC Nice, mais également, et ça on a un peu plus de doutes sur cette information, devrait également aussi inclure comme ils appellent ça, une possibilité d'achat à un prix préfixé à l'avance. Bon, pour moi c'est une option d'achat, hein, c'est une façon très compliquée de le dire en tout cas. Ouais, exactement. Voilà, donc c'est ce qui est sorti des médias locaux. Assez étonnant parce qu'on sait, on a beaucoup parlé ces dernières semaines, et y compris même dans la presse brésilienne locale, que l'envie de l'OGC Nice était de récupérer le joueur. Donc est-ce que c'est une fausse option d'achat fixée, je sais pas, à 8 millions d'euros, le prix qu'on avait payé, histoire de dire, est-ce que finalement le club a laissé la possibilité de se débarrasser une bonne fois pour toutes de Robson Bambou? Voilà, c'est un peu la question. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de cette information, mais en tout cas, je vais vous poser la même question. Est-ce que c'est un bon choix, déjà, pour Robson Bambou de repartir au Brésil? Est-ce que c'est un bon choix pour le club? Est-ce que vous pensez que le joueur doit revenir au terme de cette année de prêt? Et enfin, dernière question, est-ce qu'il doit être remplacé également, comme le voudrait sûrement Christophe Galtier?
Est-ce que c'est un bon choix? Je pense que lui, à mon avis, avait l'envie de revenir au Brésil. À mon avis, ça doit être un peu compliqué quand même ici, malgré la présence de Dante et tout ça, mais on le voit très peu. Il a été pas mal blessé, il a été mis à l'écart. Je pense que c'est quand même assez compliqué pour lui. Maintenant, à voir si le club a fait une croix totale sur lui, on ne sait pas, mais si vraiment il y a une option d'achat. Après, les médias brésiliens, quand même c'est relativement fiable, je pense, hein, sur certains dossiers. Ils se sont rarement trompés, Surtout en que tout là, cas, tu te de ce doutes qu'on a que vu. ça vient directement du club concerné, a priori. Bon. Bah oui, oui, c'est ça. Donc s'il y a vraiment une option d'achat, je pense que ça serait une bonne nouvelle. Je veux pas l'enterrer ou quoi que ce soit. On l'a très très peu vu et de ce qu'on a vu, il faut le dire clairement, c'était pas bon, quoi. Mais voilà, je pense qu'il a peut-être l'envie de retourner au Brésil et si on a de quoi se rembourser une grosse partie et que lui soit content, bah, on n'aura pas perdu grand-chose si ce n'est un peu de temps et lui une petite partie de sa carrière, quoi. Romain, est-ce que ça Ouais, se bah, remplace, Robson Bambou? de toute manière, d'après moi, c'est pas dur de le remplacer. Mais Bon, de toute je façon, après, pense que même tu peux prendre. limite, il fallait déjà un défenseur central avant que Bambou parte, quoi. Bah, vu qu'il était blessé, de Ouais, toute façon, voilà. Mais ouais. Et puis je sais même pas si Galtier il savait qu'il existait. Mais ou peut-être il l'a vu, mais il a dû vouloir vite l'oublier. Mais non, après c'est une bonne chose pour lui. Et puis même qu'il reste là-bas, ce serait même excellent pour lui. De toute manière, enfin pour moi c'est il y a, enfin je sais pas, de ce qu'on a pu voir, c'est un joueur qui est totalement limité dans tout, même physiquement. C'est d'où loin son nom d'être un. Bambou, hein, d'ailleurs. Hein, c'est pour le. Ouais, ouais, mais voilà, tu vois, j'allais faire cette petite blague. J'hésitais à la faire, tu vois. Mais c'est Mais, véridique. Le plus triste, c'est que c'est même pas une. Enfin, c'est même pas une non, mais blague, voilà, c'est malheureusement, ça. tellement c'est pas drôle, quoi. Mais bon. Voilà. Mais non, mais voilà, c'est un joueur qui est super limité. Donc, ou ouais, alors moi, j'y crois pas du tout, mais au truc de se refaire la cerise au Brésil et puis revenir et puis avoir un joueur transfiguré, j'y crois pas du tout. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose qui s'en aille au Brésil. S'il avait la bonne idée D'y de se rester. fondre dans le collectif, etc., ce serait le top, voilà. Mais non, et puis après le remplacer, bah bien sûr qu'il faudrait le remplacer. Mais après, nous, quand on demandait un défenseur central, on n'y comptait pas non plus, quoi. On parlait toujours de Danny Luc, Todibo, Dante. On disait jamais, enfin, on rajoutait jamais Bambou, quoi. Ouais. Après, Donc, il part dans un bon club, hein. C'est les Corinthians, c'est Voilà, pas. il part dans un très bon club, effectivement. On sait qu'avant d'arriver, de toute façon, à Nice, il n'avait qu'une saison pro dans les pattes au Brésil. Donc, c'est peut-être aussi l'occasion pour lui de parfaire et un peu de finir sa post-formation, je ne sais pas, même s'il n'a pas forcément non plus voilà, l'âge normalement auquel on finit sa formation. Mais voilà, après, c'est peut-être bien de laisser la possibilité au club brésilien de nous rembourser une partie de l'investissement, même si 8 millions d'euros, c'était quand même une somme conséquente et on imagine mal en cette période un club d'un championnat brésilien investir une telle somme sur Robson Bambou. Après, bon, on aura la confirmation ou non de ce bout d'information dans les prochains jours. Ça paraîtrait assez étonnant, mais ma foi, ce serait peut-être plutôt une bonne nouvelle, comme vous l'estimez, en tout cas, messieurs. en Mais tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a un excellent agent quand même, hein. Parce que ce putain arriver à trouver les Corinthians en étant et à puis moitié blessé, en n'ayant pas joué ouais, depuis un an, effectivement. Ouais, et puis et quand il a juste joué, avant de venir attention. à Nice, il y avait quand même des gros clubs sur lui. Enfin, il y avait Lyon, il y avait des clubs comme ça sur lui. Putain, c'est en tout cas très Ah, bon des fois, des commercial fois, l'agent. des fois, on gagne la bagarre pendant le mercato, mais on se dit qu'on aurait peut-être dû la perdre, quoi. Toi, Un tu peu penses comme à ce Bassem sera pour Sarfi? Srarfi avec Lille, quoi. Voilà. Voilà. Ouais. Tu te dis, Enfin, putain. On ne gagne pas toujours les bonnes batailles, malheureusement, Voilà, comparé à exactement. celle pour Memphis Depay, par exemple. Mais bon, voilà, c'est une autre histoire. On espère vivre un meilleur mercato que ce fameux mercato de janvier 2017, pour lequel on fait encore pas mal de cauchemars. Donc voilà, un départ de Robson Bambou qui devrait être officiel très prochainement, hein. A priori, certaines informations parlent d'une officialisation mercredi, donc à voir quand est-ce que ça interviendrait. Toutefois, il faudra bien une arrivée, et là, les rumeurs ont été extrêmement nombreuses, donc sans que ce soit une rumeur, il y a déjà une officialisation, l'arrivée de Ange Aoussou, dont on a déjà parlé, en provenance de notre club partenaire d'Abidjan, qui, selon Nice Matin, devrait intégrer le groupe pro, donc peut-être est-ce le remplaçant numérique de Robson Bambou. Je pense que, messieurs, comme moi, vous attendez peut-être un profil plus expérimenté, peut-être pour
pallier une éventuelle absence de Dante, une éventuelle suspension, un éventuel Covid, une éventuelle blessure, puisque cette charnière Todibo-Daniluk qu'on a vu associer une fois ne nous a pas franchement rassurés. Et il y a pas mal de profils. On a parlé notamment de Emmanuel Agbadou, défenseur central ivoirien de 24 ans qui joue à Eupen en Belgique. La presse belge, je parlais d'une offre de 6 millions d'euros de la part de l'OGC Nice qui aurait du coup anéanti toute concurrence belge locale qui ne pouvait pas investir une telle somme. Donc on sait que Emmanuel Agbadou est international, mais aurait refusé la sélection, enfin aurait refusé de partir à la CAN. En tout cas, cette fois, Julien Fournier n'y est pour rien, d'après nos informations. Voilà, blague à part, c'est également un très bon joueur de tête, parce qu'il est auteur de 5 buts déjà cette saison, ce qui est assez énorme pour un défenseur central. C'est un beau bébé. Hein. Voilà, J'ai vu les profils. oui, je crois que c'est voilà, c'est un peu genre un Benitez en puissance ou un Danilo Ouais, voilà. niveau carcasse. On n'en a pas trop reparlé depuis. Certains autres échos disent que l'offre n'est pas si existante que ça. Donc, bon, à voir la suite, parce que bon, pour 6 millions d'euros, a priori, le mec serait déjà là. On a aussi parlé d'un prêt de Mason Holgate, le défenseur central de 25 ans d'Everton. C'est la presse anglaise, forcément, cette fois, qui en parle. Nice Matin a relancé la piste Ismaël Doucouré, un autre profil, parce que c'est un jeune défenseur central de 18 ans qui joue à Valenciennes. Souvenez-vous, on en a déjà parlé l'été dernier. Une espèce de craquito qui a une grosse cote sur le marché des transferts, y compris auprès de pas mal de clubs européens. Donc voilà, messieurs, je vous ai balancé plein de noms, de profils différents, tout ça. Et on va essayer de synthétiser ça en une question assez simple et une réponse qui, on l'espère, le sera aussi. C'est: est-ce que pour vous, Ange Aoussou, ça suffit comme remplaçant numérique et sportif de Robson Bambou, ou est-ce qu'on doit se pencher sur un autre profil, et auquel cas, parmi les profils que je vous ai cités, lequel vous semblerait le plus approprié pour finir la saison à l'OGC Nice? Ange Aoussou, c'est voilà. Moi, comme j'ai dit, à voir, parce que le profil a l'air sympa. Ça a l'air d'être un jeune qui a déjà fait pas mal de trucs intéressants quand tu vois un peu son palmarès, ses sélections en jeune, tout ça. Après, encore une fois, le mec vient d'un championnat africain. Il va falloir qu'il s'acclimate à la Ligue 1, qu'il engrange tout ça et tout. Donc, qu'il fasse partie du groupe pro et qu'il s'entraîne avec les pros, ça sera très bien. Maintenant, le compter déjà comme le quatrième défenseur central de la hiérarchie, ça me paraît un peu s'avancer. Mais voilà. Maintenant, à voir, il y a pas mal de profils différents. On a parlé là de Holgate, de Doucouré, tout ça. C'est vraiment des profils complètement différents. Il y a de l'expérience, il y a du très très jeune, tout ça. Donc, je pense qu'on est vraiment sur un défenseur central et qu'on va vouloir en faire un. Maintenant, quel profil il faudrait? Je vais te rejoindre, Sky, dans le sens où peut-être un peu d'expérience. Parce que si demain, et on le souhaite pas évidemment, mais tu perds un Todibo ou un Dante pour ne serait-ce que quelques semaines, il va te falloir quelqu'un qui est capable de vraiment tenir cette charnière, et il va pas falloir trembler, contrairement à un Daniluk ou quelqu'un d'aussi jeune que lui. Ouais, bah là, je pense que tu as quasiment tout dit. Après, sincèrement, dans tous les profils là, bon, à part ce que j'ai lu dans la presse, mais il y en a aucun que je connais réellement. Maintenant, comme le disait Bada, au bout d'un moment, c'est moi surtout si Dante il se pète, ça fait quand même peur. Parce que je crois qu'on en avait parlé dans une émission là il y a 2 semaines. Mais Dante, pour moi, c'est celui qui tient aussi, Bien sûr. bon, la défense certes, mais qui tient aussi Todibo. Donc moi, j'aimerais un profil, le style Aoussou, bon, qu'on a très bien, mais c'est pas pour maintenant. Doucouré, pour moi, c'est trop jeune. Et à voir après au niveau ouais, de la façon d'être sur le terrain de Agbadou ou de Holgate. Voilà, mais il faut quelqu'un qui arrive à tenir Todibo, parce qu'il est un peu foufou. Saliba arrivait très bien à le tenir, et ça, par contre, j'avais eu l'info à l'époque d'une personne qui est au club. Et donc, il me disait que Saliba arrivait vachement bien à le maintenir dans le jeu. Maintenant, on voit que Dante arrive à le maintenir. Et je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs l'interview hier sur Prime Video de Dante, où d'ailleurs il le dit, que son association avec Todibo et du fait que bah, Dante lui parle vachement et il sait comment lui parler. Et c'est Dante qui le dit. Hein. Il dit, ouais, je sais comment communiquer avec Todibo le matin quand il arrive à l'entraînement, en match, etc. Donc je pense que Todibo, il lui faut vraiment quelqu'un à côté de lui qui soit un patron et un leader, ce que n'est pas Danny Luc, ce que n'était pas
Bambou. Et ce que je ne pense pas que soit Aoussou. Donc ouais, moi j'aimerais un profil, voilà, qui soit expérimenté quand même. Ouais, Voilà. un Gbadou, un Holgate qui a déjà plusieurs saisons, enfin qui ont déjà plusieurs saisons en pro dans un championnat majeur, en tout cas dans un championnat européen, pourrait un peu faire cet Voilà. effet-là, même si évidemment on ne connaît pas parfaitement le comportement sur le terrain, comme tu disais, de ces deux joueurs. Il y a sûrement d'autres joueurs dans cette cible 24-25 ans Mm. qui pourraient faire l'affaire. Pourquoi pas plus vieux hein, également, Ouais, ouais. mais voilà, à voir. Donc pour toi, voilà, le remplacement numérique, enfin pour vous, hein, parce que Cédric était plutôt d'accord avec ce que nous disions, le remplacement numérique de Bambou par Aoussou ne suffit pas pour ce Non, non. mercato, normalement. Bon. On espère que le club sera également de notre avis afin que, voilà, afin que ça ne, qu'on évite quelques frayeurs et de surveiller le bulletin médical de Dante toutes les semaines pour espérer conserver cette deuxième place. Je voudrais juste évoquer après bon, on va dire, c'est peut-être des informations moins intéressantes avant de parler des deux derniers gros morceaux de notre feuilleton mercato. Voilà, Evan Guessant qui a fait notamment l'objet d'un intérêt de 3 pour un prêt. On sait que c'est compliqué pour le numéro 9 de l'OGC Nice qui est assez peu utilisé dans la rotation depuis un peu le changement dans la hiérarchie des numéros 9. Voilà, c'est Andy Delors qui a vraiment ce rôle de rentrer dans la dernière demi-heure pour apporter de la puissance. L'OGC Nice n'a peut-être pas eu le loisir non plus de se rendre les matchs faciles très rapidement pour permettre aussi à Evan Guessant de rentrer en fin de rencontre. On a dû aussi faire rentrer des profils plus défensifs. On a vu ces dernières semaines le GC Nice terminer avec un seul attaquant de pointe, par exemple, pour sécuriser les résultats. Est-ce que pour vous, Evan Guessant, on doit le laisser partir à l'image d'un Acuna ou d'un Claude Maurice? Est-ce qu'on doit absolument le garder et il aura peut-être d'autres chances d'ici la fin de la saison? Quel est un peu votre sentiment par rapport à la situation de notre numéro 9 formé au club? Vas-y Romain, si tu veux, vas-y. Je te laisse un peu la parole. Alors, merci, c'est gentil. Non, ouais, pour moi, en fait, bah là, tu vois, je suis un peu entre deux. Parce que Guessant, j'aimerais bien le voir dans un club de Ligue 1, style 3. C'est vrai que j'aimerais le voir un peu plus jouer parce que il a un profil qui est vachement intéressant. Et j'ai peur que chez nous, si on n'a pas de pépin physique, au niveau du temps de jeu, bah, il va pas en avoir des masses, quoi. Parce que Delors, forcément, faut le faire jouer. Gouiri, bon, on a vu que c'était dur de le Intouchable, remplacer. très clairement. Bah Enfin, ouais, ouais, voilà, c'est ça, hein, c'est que c'est le seul profil. Gouiri, il a un profil bah, voilà, que peu d'équipes ont. Et donc voilà. Et Dolberg qui est en train de bien revenir. Donc je pense que le pauvre petit Guessant, alors que bah, moi, il m'avait fait bonne impression, ils sont un peu barrés. Mais, euh, mais après, ouais, donc c'est pour ça que je suis entre deux. J'ai peur que voilà, si on a un qui se pète, bah, il nous faut quand même ce quatrième attaquant parce que on en a un qui se pète pour entrer en cours de jeu ou quoi que ce soit. Bah, le truc avec Guessant aussi, c'est que là, il paye un petit peu, entre guillemets, hein, il paye le retour en forme de Dolberg aussi, parce que je pense que dans la hiérarchie, il aurait pu avoir un peu plus de place, un peu plus de temps de jeu, euh, avec les quelques pépins qu'a eu Casper, mais là, ça commence à devenir un peu plus compliqué pour lui. Il a aussi un léger souci, si on peut dire ça, pour moi, c'est qu'il ne peut pas non plus dépanner sur les ailes. On parlait tout à l'heure du problème qu'on a un peu sur les ailes. Si on avait un quatrième attaquant assez polyvalent, avec une mobilité un peu à la Gouiri, un peu comme euh, Romain Mouma, n'est-ce pas? par exemple, ou une autre rumeur dont on va peut-être parler Le après, par Crémy. exemple. Non, ou une autre rumeur, effectivement. Mais s'il avait un peu ce profil-là, il aurait pu espérer un peu plus de temps de jeu sur le front de l'attaque. Mais là, avec son profil, hein, qui a un profil intéressant, mais c'est vrai que pour avoir du temps de jeu, ça paraît un peu compliqué et il va falloir que peut-être il aille voir en prêt ailleurs dans un club qui est un peu en manque de buteurs parce que je pense que c'est quand même un buteur qui peut quand même marquer quelques buts en Ligue 1 et et qui a pas mal de talent pour moi. On sait que Christophe Galtier bloque un peu le départ de Van Guessant. On peut se douter quand même que même si ça lui serait profitable, effectivement, ça serait compliqué pour nous là de le remplacer, de trouver quelqu'un qui accepte d'être numéro 4 dans la hiérarchie et qui apporterait autant que ce que Van Guessant peut apporter. C'est une équation difficile à résoudre. On disait que c'était difficile au poste de défenseur central, mais là, ça allait peut-être encore plus. Parce que tu peux pas non plus juste dire que tu prendrais quelqu'un d'un peu plus expérimenté ou je ne sais quoi.
Moi, je garderai malgré tout, même si ça lui est moins profitable malheureusement. Mais voilà, j'ai peur qu'en 15 jours, tu aies du mal à trouver le bon profil pour être, voilà, pour être quatrième en attaque. Enfin, la concurrence serait peut-être un peu compliquée. Et si c'est pour prendre un jeune joueur, autant garder celui qui vient de chez nous. Enfin, voilà. Moi, Pourquoi pas un genre d'Argentin qui peut jouer un peu partout, quoi. Bon, ok, d'accord. Alors, c'était pas dans l'ordre prévu, mais bon. Ah, j'étais Je sens que tu obligé. vas Elle dire, était facile. Elle était tu facile. rames vraiment, genre, tu veux qu'on parle de Julian Alvarez? Allez, s'il te plaît, Sky, s'il te plaît, s'il Ouais. te plaît, s'il Je te plaît. l'aime bien. Il me tente bien. Moi, les Argentins comme ça, un peu Mais est-ce feu qu'il est j'aime bien. tatoué? Parce que s'il est pas tatoué, moi, j'en veux pas, hein. Enfin, c'est argentin et tatoué ou pas du tout. Ou pas Blague, d'Argentin. voilà, pas d'argentin du tout. Blague à part, on vous parle, Cédric essaie de vous parler de Julian Alvarez, l'attaquant de 21 ans de River Plate, dont la presse argentine, ESPN Argentine plus exactement, fait état de l'intérêt de l'OGC Nice pour ce joueur. Un intérêt qui est partagé par de nombreux clubs, notamment en Italie. On a parlé de l'Inter, on a parlé de la Fiorentina, on a parlé de l'Atalanta, on a parlé du Napoli. Manchester United également avait été relié à ce profil-là ces derniers mois. Forcément, Argentin, peut-être tatoué, ça fait tout de suite envie, ça fait écho aux plus belles heures de l'histoire de l'OGC Nice. Également, quand même, un joueur extrêmement fort dans son championnat local, puisque cette saison, il a déjà marqué 18 buts pour 7 passes décisives. Donc voilà, c'est extrêmement flatteur comme statistique, extrêmement impressionnant, surtout à cet âge-là, ce qui explique les intérêts des plus grands clubs européens naturellement. Une clause libératoire qui serait à hauteur de 20 ou 25 millions de dollars, d'euros en fonction de la source. Du coup, bah, forcément, ça ferait rentrer l'OGC Nice dans une nouvelle dimension de lâcher une telle somme sur un si jeune joueur. Mais messieurs, avant de vous écouter parler de ce joueur, je voudrais qu'on écoute Christophe Galtier, puisqu'on lui a posé la question en marge du match de l'OGC Nice ce week-end. Donc on ouvre les guillemets, on laisse parler Christophe Galtier. Je ne confirme pas un intérêt du club. J'ai vu dans les médias et sur les réseaux sociaux qu'on parle énormément de ce joueur que je ne connais pas. Après, ce n'est pas parce que je ne le connais pas que le club ne le suit pas. Évidemment, je me suis intéressé, je suis allé chercher quelques images. On voit que c'est un joueur très intéressant entre les lignes. Je vous le répète pour ce mercato d'hiver, Julien Fournier ne m'a pas parlé de ce joueur, mais l'imitation du rire était pitoyable, mais la clôture du mercato est le 31 janvier. Bon, on a notre nouveau Jean-Pierre River quand même, là, niveau flûte et mytho. Bon, on serait tenté de dire que il nous a confirmé avec un joli clin d'œil l'intérêt du club pour ce joueur. Maintenant, voilà, des plus gros clubs sont intéressés. Ça voudrait dire lâcher 20 ou 25 millions d'euros cash sur ce joueur-là. Un numéro 9, même s'il peut jouer également sur le côté, comme tu le disais, Cédric, alors qu'on en a déjà 4 et pas n'importe lesquels. Est-ce que pour vous, là, vraiment, c'est... bon, je ne vais pas dire est-ce que c'est la bonne idée, parce que 18 buts par saison à 21 ans, À oui. 21 ans, ouais. Mais voilà, est-ce que c'est la priorité? Est-ce que vous lâcheriez 20 millions sur lui? Sous réserve qu'il soit tatoué, bien entendu. Exactement. Alors après, déjà, il y a deux petits trucs à rajouter. C'est que, apparemment, selon certaines sources, pour l'instant, il n'y a aucun club qui est disposé à payer sa clause libératoire. Exactement, Donc, qui est des au négociations montant qui se feraient sur un montant inférieur, mais avec un pourcentage à la revente. Ça ressemble quand même à une tactique de Fournier, ça j'ai envie de dire. Pour alimenter exactement. la psychose, le fantasme. Et puis surtout, le deuxième point qui est sûrement le plus important, c'est que comme tu l'as dit tout à l'heure pour le championnat brésilien, c'est la même chose pour le championnat argentin, c'est-à-dire que leur championnat et du coup les contrats sont basés sur l'année civile. Donc pour River Plate, c'est, sauf s'il y a une prolongation d'ici là, mais ça serait le dernier mercato pour pouvoir le vendre et en récupérant de l'argent, parce que voilà, sa fin de contrat arrive au 31 décembre 2022, donc à partir de juillet, si je dis pas de bêtises, il serait libre de s'engager où il veut pour l'année prochaine. Donc je pense et j'espère qu'il fait partie des plans comme nous l'a fait comprendre, je pense, Galtier, hein, avec la langue de bois de Jean-Pierre, parce que clairement, hein, là, son mais avec son rire et tout, même les mecs des RMC ils sont pas tombés dans le panneau. Mais j'espère que c'est un profil, en tout cas c'est un profil alléchant, quoi. Voilà, 21 ans, j'ai vu quelques vidéos de lui. Après c'est toujours pareil, c'est des vidéos, mais j'ai vu quelques images de lui, ça a l'air assez violent et puis c'est surtout très très efficace pour son âge, quoi. Romain. Bah écoute, ouais, moi, un joueur comme ça qui viendrait chez nous, ce serait fort. Maintenant, à savoir, ouais, si c'est pour ce mercato. Donc
comme on disait juste avant, avec 4 attaquants, ça en rajouterait un cinquième si Galtier veut le faire jouer axe, parce qu'apparemment il peut jouer sur tout le front de l'attaque. Donc bon, à voir, mais c'est vrai que demain on me dit qu'on recrute ce genre de joueur chez nous. Ouais, ça montre quand même de nouvelles ambitions, quoi. Voilà, c'est des Après, ambitions je vais qu'on juste connaissait pas vu le nombre de clubs qui sont intéressés par ce joueur. Je vais juste Dis-moi. rajouter un petit truc, mais admettons encore une fois, là pour l'instant c'est le mercato, hein, donc on fait des suppositions. Mais Dacunia qui va partir, Claude Maurice qui est potentiellement sur le départ et Guessant aussi, les trois qui seraient partants en prêt évidemment. Mais si tu perds les trois sur le même mercato, un mec comme Alvarez, je veux dire ça devient pas déconnant de le faire venir parce qu'il peut jouer un peu partout et il va forcément avoir du temps de jeu à n'importe quel poste Oui, sur mais le fond de l'attaque. c'est un jeune joueur, c'est un très jeune joueur, c'est un Sud-Américain, on sait qu'il y a aussi une période d'adaptation. Est-ce que si tu perds 3 jeunes joueurs, que tu remplaces par un seul jeune joueur, supposément plus talentueux, hein, immensément talentueux bien entendu, mais est-ce que pour terminer la saison, c'est vraiment le profil dont tu as besoin? Donc, je suis pas en train de faire la fine bouche, hein, tu mets 20 millions et il débarque et tu prêtes Guessant, je suis pas sûr que tu sois vraiment perdant, effectivement. Par contre, est-ce que ça te dispenserait de faire venir un ailier confirmé? Je suis pas convaincu. Toi, tu veux à Mouma, toi, c'est ça en Non fait. mais je veux toujours Ça prendre ça un Mouma. risque de faire bouchon quand même. Arrêtez avec ça, par pitié. Je vous demande de vous arrêter. Non, mais, Au revoir. mais, mais oui, après, voilà, c'est toujours pareil. Là, c'est sûr que c'est des noms comme ça qui font un petit peu envie, mais est-ce que c'est judicieux? Je sais pas. Après, honnêtement, après, c'est toujours pareil. Le mec a l'air d'avoir un talent monstre, donc bien sûr qu'il est argentin, l'acclimatation, la langue et tout ce qui s'ensuit. Il est très jeune, il arrive en cours de saison, tout ça. Mais je sais pas, enfin, ça m'a l'air d'être quand même un sacré crack et je vais sortir une phrase bateau à mort, hein, mais le football, voilà, c'est un langage assez universel. C'est beau. Voilà. Quel philosophe. Ouais, c'est beau. Mais Romain, ça risque de faire bouchon. ça risque de faire bouchon, effectivement, comme je le disais. Est-ce que on a déjà des problèmes de numéro 9? Est-ce que tu rajoutes un jeune numéro 9 en plus? Bah, après, c'est un profil qui est top, mais bon, après, il faut penser aussi à l'année prochaine. T'en prêtes 2, voire 3 avec Guessant, bon, même si je pense qu'il ne sera pas prêté. Mais après, ces joueurs-là, tu vas les récupérer, quoi. Donc après, il faudra prendre une décision aussi. Enfin, moi, je trouve que après, là, il faut pas tomber dans le jeu d'empiler les joueurs. Tu les empiles, tu les empiles. Et puis, parce qu'après, un mec, t'achètes 20 millions, il vient pour jouer titulaire, hein. Mais Ça, c'est une après, si tu prends un certitude. ailier, si tu Donc, prends un ailier en plus, Romain, tu vas forcément un petit peu, entre guillemets, mettre un peu des bâtons dans les roues de Claude Maurice s'il est potentiellement partant et de Dacunia quand ils vont revenir, forcément. À moins que tu fasses vraiment un bah, prêt de 6 mois sec en te disant tu viens pour 6 mois, tu donnes tout ce que tu as et dans 6 mois tu t'en vas, à moins que tu sois clair là-dessus. Mais dans tous les cas, si tu veux un mec supplémentaire sur les ailes, tu risques de boucher deux mecs comme Dacunia et Claude Maurice. ah, bah pour moi, clairement, si tu prends 2 joueurs sur les côtés et avec du calibre de Alvarez, là, clairement, tu t'envoies un signal fort à un des deux au moins en disant bon bah voilà, l'année prochaine, il faut que tu trouves un point de chute, quoi. Hmm. Parce que après, je vois pas, enfin ça. Pour moi, déjà, Claude Maurice, il a du mal à se faire une place avec Dacunia, Stengs, Boudaoui et Kluivert. Si t'en rajoutes 2 de métier, je suis pas sûr que le Claude Maurice, il arrive à se faire une place l'année prochaine, quoi. Ouais, on sait que le changement de système lui a été vraiment fatal avec Claude Maurice, mais que malgré tout, Ah bah oui. le club compte sur lui, hein. On se souvient des déclarations de Christophe Galtier qui disait que son histoire avec l'OGC Nice n'était peut-être pas terminée, mais que temporairement, il fallait qu'il trouve une solution pour le temps de jeu, et c'est probablement l'un des feuilletons, en tout cas sur le côté côté de départ, qui reste à suivre du côté de l'OGC Nice. Messieurs, je suis désolé de vous presser un peu sur la suite, mais on a encore quelques volets mercato à évoquer avant même de passer, De quoi on n'est pas là de jusqu'à passer au 20h? match. Voilà, on n'est pas là jusqu'à 20h, malheureusement. Bon, moi, je peux, mais en tout cas, on aura du mal à convaincre les auditeurs d'écouter un podcast de 3 heures. Il y a un autre numéro 9 qui a été évoqué par la presse italienne, cette fois par Tutto Mercato Web, et sur lequel Chouchou a un petit bonbon à nous faire croquer.
on le remercie d'être là, Romain, pour nous apporter sa science d'insider. Décidément, j'aurais jamais dû faire ce pari. C'est Andrea Bellotti, un attaquant assez connu des suiveurs du football européen, parce que c'est l'attaquant du Torino depuis de nombreuses années, 28 ans, numéro 9, international italien également, qui arrive lui en fin de contrat cet été, donc ce serait évidemment pas pour une arrivée tout de suite, mais pour l'année prochaine. Voilà, un numéro 9 confirmé qui, poursuit chaque saison ses stats à plus de 10 buts, donc c'est quand même un joueur solide et confirmé du football européen. On se plaît à voir l'OGC Nice cibler un profil comme Bellotti, qui ne viendrait en plus probablement pas pour faire de la figuration non plus. Est-ce que, donc on parlait de Julian Alvarez, le jeune talentueux argentin tatoué, là on a peut-être plutôt le joueur de dimension européenne assez confirmé. Dans les deux cas, cela ferait sûrement franchir un cap à l'OGC Nice, mais déjà, je vais donner la parole à Romain en premier pour qu'il complète cette information de Tutto Mercato Web sur Bellotti. Et ensuite à Cédric, est-ce qu'entre les deux, il y a un des deux profils qui te semble être le plus adapté aux futures ambitions de l'OGC Nice? Alors, moi déjà pour parler de Bellotti, moi on m'a dit que Bellotti c'était en très bonne voie, mais il y a une condition. La condition est que Dolberg s'en aille. Enfin, Donc c'est même Bellotti pas une va condition en se gros. faire C'est foutre. si. Hein? Du coup, Dolberg va se faire foutre. Nous, T'as dit quoi? on garde Casper à choisir quand même. Ah mais non, mais bien sûr, mais bien sûr. Mais non, mais c'est pour ça, voilà. C'est Bellotti vient que si Dolberg s'en va. Donc moi c'est l'info que j'ai eue. Mais par contre j'ai eu une deuxième info aussi, c'est que Dolberg apparemment se sentirait très bien cette année sur la Côte d'Azur avec les arrivées de quelques Hollandais, avec le discours que Galtier a pu avoir avec lui en début de saison, en lui disant qu'il comptait énormément sur lui, etc., qu'à ses côtés il allait progresser. Enfin bref, il y a quand même pas mal de choses qui font que Dolberg se sent très bien. Et pour moi, si on arrive à accrocher la Ligue des Champions, c'est clair et net que Dolberg y partira pas. Donc voilà. Ce que je peux dire, c'est que Nice est dans l'anticipation, comme ils n'arrêtent Comme pas de le toujours. dire. Hein. Mm-hmm. Voilà. Mais donc là, on le voit bien, et que voilà, il y a des négociations avec Bellotti, que les négociations sont bien avancées. Euh, je- J'aimerais bien même prendre le risque que lui donnerait son accord à Nice. Mais par contre, c'est à une seule condition, c'est si Dolberg décide de partir. Et pour l'instant, de la deuxième info que j'ai, Dolberg, écoutez, il se sentirait très bien. Et comme tu disais, Sky, Bellotti, qu'il aille se faire foutre. Moi, je garde Dolberg. Cédric, est-ce qu'on va se faire foutre Andrea Bellotti également? Après les Argentins tatoués, on passe aux Italiens tatoués, du coup, c'est pas mal. Non, après, Bellotti, alors attention, hein, c'est à des échelles toutes différentes, mais c'est vraiment pas le même profil que Dolberg. Hein, Bellotti, c'est plutôt un profil à la Delors, c'est-à-dire que c'est un peu un taureau, Bellotti. Hein, ça va au charbon. Quel ça magnifique jeu de mots sur le taureau. Bon, bref. C'était fin. Celui-là, il va passer crème, celui-là. Je pense. Mais voilà, après, bien sûr que moi, évidemment que si Dolberg est content de rester, je suis content aussi, évidemment. Mais je pense qu'il y a peut-être un petit truc qui va aussi rentrer dans l'équation, hein, outre une possible place européenne et tout ce que vous avez dit, c'est est-ce qu'on va conserver avec l'œil vert aussi ou pas, parce que je pense qu'ils ont l'air relativement proches, ils s'entendent très très bien sur un terrain. Je pense que les deux s'entendent bien et se bonifient un peu mutuellement. Donc peut-être que la levée de l'option d'achat de Kluivert peut aussi peser dans la balance de si Dolberg à Dolberg, effectivement. Donc à voir, mais c'est vrai qu'entre les deux, mon cœur pencherait un peu plus sur Casper, évidemment. Forcément. Mais bon, après, on aurait aussi un Argentin tatoué éventuellement pour se consoler. Mais bon, voilà. Avant d'évoquer notre dernier dossier chaud sur le mercato, je vais vous dropper deux rumeurs dont on n'aura probablement rien à dire. Après, vous pouvez toujours me surprendre. Warren Bondo, milieu de terrain de 18 ans de Nancy, serait notamment ciblé par l'OGC Nice, mais également par la moitié de l'Europe, Rennes, Monaco, Milan, notamment le Bayern. On a pu lire ici et là d'après le Disport. Voilà, donc c'est un jeune milieu de terrain polyvalent qui joue chez nos amis nancéens actuellement un peu au fond du trou
en Ligue 2. On embrasse au passage Gauthier Gadet, du coup le président de Nancy, et également encore plus obscur comme piste, Carles Garrido, qui joue lui en 3e division espagnole à Cornellà probablement en catalan d'ailleurs. Il a 17 ans et selon Tutto Mercato Web, encore eux, c'est également une cible de l'Atalanta, de la Roma, de l'Espagnol. Voilà pour le jeune joueur qui vient de signer son premier contrat pro avec son club formateur, qui pour l'anecdote est le club formateur également de Jordi Alba. D'ailleurs leur centre de formation s'appelle le centre Jordi Alba, donc voilà, ils sont extrêmement fiers d'avoir sorti Jordi Alba, et on peut tout comprendre dans cette émission. Nous sommes assez ouverts d'esprit. Messieurs, avant de passer à notre ami Danilo, qu'on connaît un peu mieux, est-ce que vous avez un mot à dire sur un de ces deux joueurs? Parce que je m'en voudrais de censurer votre grande connaissance footballistique. Non, j'ai juste un regret, moi, c'est qu'on puisse pas mettre des vidéos là à ce moment-là de l'émission pour, tu sais, faire passer la botte de paille là comme ça. Ouais. Tellement on n'a rien à dire sur les deux, on les connaît absolument pas. Merci. Mais voilà. Ok, très bien. Romain, tu n'as pas récemment scouté Pas toi-même mieux. Carles Garrido, pas mieux. Ok, d'accord, parfait. Alors on va terminer ces 3 quarts d'heure d'émission déjà consacrés au mercato, mais bon, bizarrement, il y a des fois où on n'a rien à dire et des fois où la presse et les agents probablement aussi s'agitent et vont balancer la sauce. On réclame des passes décisives, on en a. Oui, voilà, là, on pouvait pas se plaindre cette fois, effectivement. Ce sont les négociations autour d'un départ de Danilo Barbosa, notre milieu de terrain brésilien qui vient de revenir du coup de son prêt à Palmeiras où il a gagné la Coupe Libertadores. Le prêt n'a pas pu être prolongé là-bas comme le souhaitait le club brésilien pour couvrir la Coupe du Monde des clubs. L'OGC Nice donne une priorité à une vente de son milieu de terrain brésilien. En tout cas, il n'y a pas de volonté de conserver le joueur, et lui souhaite également relancer sa carrière en allant voir ailleurs. Le sujet le plus chaud en ce moment, c'est avec l'AEK Athènes, club grec, dont son agent Federico Pastorello est assez proche historiquement. Donc voilà, petite connexion qui s'explique aussi comme ça. Je me suis un peu paluché dimanche matin, je me faisais chier la presse grecque du week-end, parce que j'ai une vie de merde visiblement, pour Ça en doit savoir être un peu sympa à plus. lire, ça. Ouais, c'est sympa avec le 7e café au moins pour survivre à ça. Bon, c'est rigolo de voir sur la une de magazine grec écrit en gros Nikaya. Moi, c'est un petit kiff perso. Ouais, voilà. Bref, voilà. C'est juste pour ça que c'est un intérêt. Et du coup, pour préparer cette émission. Donc voilà, la presse grecque évoque la possibilité d'un prêt payant sur 12 ou sur 18 mois, auquel cas il faudrait prolonger le contrat de Danilo qui s'arrête précisément dans 18 mois aux dernières nouvelles. Une option d'achat faible avec un prêt payant pour essayer d'arriver à une certaine valeur du joueur qui serait probablement assez loin des 8 à 10 millions d'euros qu'on avait initialement investi sur le joueur alors à Braga. Danilo, c'est un échec. Malgré tout, on a du mal à le voir revenir, même si Jean-Pierre River pourrait sortir du bois pour nous dire « Le voilà, le défenseur central droit ». Mais bon, j'en doute quand même. Je ne pense pas que Christophe Galtier laisserait faire ça. Pour vous, messieurs, est-ce qu'il faut, sans non plus trop faire le tapis, accepter un peu n'importe quelle condition de l'AEK Athènes pour libérer de la place? Si les mecs sont prêts à nous enfiler 2-3 millions, est-ce qu'on doit s'en priver et persister avec ce joueur jusqu'à l'été prochain, ou voilà, si c'est la seule porte de sortie, tant pis, on s'assoit sur quelques millions, mais on dégraisse et on fait peut-être rentrer quelques liquidités pour faire venir à pas cher voilà, un des joueurs, un défenseur central ou un ailier de complément. Le truc en plus, c'est que Danilo, si je dis pas de bêtises, il doit avoir un salaire assez sympa à Nice, je pense. Donc franchement, moi, je serais d'avis sur ce que tu as dit, c'est-à-dire que pas accepter n'importe quelle offre non plus, hein, mais imaginons tu as 3 millions qui arrivent. Ouais, ce que j'allais dire, à 3-4 millions, à mon avis, ça dégage quand même, hein, parce que c'est compliqué. Là, le mec il a joué, c'était à Palmeiras qu'il était, si je dis pas de bêtises. Ce que tu disais, il vient de gagner la Libertadores, il a un petit peu joué en plus, donc il a été un peu en vue. Et malgré ça, il n'y a pas l'air d'avoir pléthore d'offres pour lui, quoi. Donc ça me paraît un peu compliqué. Et on va arriver un peu dans le truc aussi où, comme tu l'as dit, il lui reste 1 an et demi de contrat, donc il y a un peu tout qui va rentrer en jeu là. Il faut oublier, je pense, le fait que tu aies mis 8-10 millions sur lui parce que tu les récupéreras probablement jamais. Mais si tu arrives à amortir un tout petit peu le truc et à écarter son salaire du club, ben voilà, t'auras fait le minimum. Ça aurait été un échec et voilà. Mais je pense que s'il y a une petite offre qui arrive, 3-4 millions, il faut lâcher pour moi. Romain? Ouais, pas mieux, hein. De toute manière, ce serait même beau, hein, une offre de 4 millions pour Danilo avec tout ce qu'il nous a fait. Enfin, avec tout ce qu'il nous a fait. Est-ce qu'il a pas encore une Sans petite tout ce cote qu'il un nous a peu, fait. je sais pas. Ouais, je sais pas. Ouais, quelle cote
Si t'en as à Il devoir voulait un mobiliser joueur. ton agent pour sortir à l'AEK Athènes, je suis pas sûr que tu puisses encore parler d'une petite cote quand même, hein, sans faire injure Ouais, à ouais, ce club, hein, mais bon, ouais, voilà, c'est... il y a plus rien à faire. Là, tu as une offre à 3 4 millions et tu te libères, comme tu dis, Bada, de ton salaire. Ah putain, c'est l'apogée, hein, à 18 mois de la fin de son contrat. Ah, vas-y, hein. Bon, et Il faut pas hésiter. Maintenant, voilà, hein, il y a rien de mieux à dire. Tmer, il a plus rien à faire au club, donc voilà. on suivra ce dossier avec attention dans les prochaines semaines, mais encore un départ qui est susceptible d'arriver dans les 2 dernières semaines qui nous restent avant la tout pile, avant la fin de ce mercato d'hiver, comme quoi il y a quand même beaucoup de mouvements qui devraient encore intervenir. Un petit point actualité Hmm. maintenant, hors mercato, avant de commencer à parler de Nice-Nantes. Il serait temps quand même au bout de 3 quarts d'heure d'émission. Mais bon, voilà, la semaine a été vraiment particulièrement chargée. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez, mais voilà, c'était important de faire un point sur tout ça. 2 arrivées hors terrain dans le staff, cette fois, c'est Damien Della Santa qui est un spécialiste des coups de pied arrêtés et Camille Rombaud qui deviendra responsable nutrition en le lieu et place de notre nutritionniste actuelle qui, elle, sera en charge du centre de formation. Camille Rombaud, voilà, qui est une nutritionniste que notamment Christophe Galtier a connue au LOSC pour l'anecdote. Donc voilà, on apprécie qu'Ineos permette aussi voilà, au club de se structurer hors terrain, un peu dans les métiers de l'ombre, mais de professionnaliser toujours un peu plus l'approche sportive et extra-sportive, physique de notre équipe. On ne peut que s'améliorer là-dessus. Une autre bonne nouvelle, c'est l'Euroconifa qui devait déjà avoir lieu l'année dernière, l'été dernier à Nice, qui a été reconfirmé du 3 au 12 juin. Donc ça, c'est pour évidemment la Sélection, pour ceux qui ont suivi les aventures il y a maintenant quelques années de notre équipe nationale qui a réussi à décrocher la Coupe du Monde quand même pour sa première participation et une finale de l'Euro pour la participation suivante. Donc la Sélection va se retrouver dans le groupe A avec les 2 Siciles et la Sardaigne. On espère que le Covid, cette fois, permettra un peu à cette compétition de se dérouler. On espère également vous la faire vivre, plus ou moins, avec notre émission avant de signer ça, peut-être en direct. Pourquoi pas. On attend un peu les modalités opérationnelles également. Où est-ce que la compétition se jouera à Nice ou dans la Kuntea. Et puis voilà, mais on tiendra au courant régulièrement et pourquoi pas faire une émission spéciale avec les principaux acteurs de ce projet dans les prochaines semaines quand on en saura plus. Et je termine, et ça je remercie Cédric de m'avoir envoyé sournoisement un DM pendant l'émission pour compléter cette info. Donc Mario Lemina à qui on avait diagnostiqué une inflammation du myocarde suite à sa contamination au Covid en début de mois lors de son départ à la CAN avec le Gabon. Et on apprend là, ces conférences de presse d'avant-match du sélectionneur gabonais, que Mario Lemina, comme Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal d'ailleurs, va revenir à Nice dans son club pour suivre un protocole de soins et être examiné d'un peu plus près. Donc on n'est pas médecin, on aurait bien du mal à vous dire exactement ce qu'il en est, mais je crois avoir lu sur les réseaux sociaux que le précédent, un des précédents joueurs pro qui avait été, qui avait eu cette inflammation similaire après une contamination au Covid, avait bien eu 6 semaines d'arrêt. En tout cas, a priori, on va pas récupérer Mario Lemina plus tôt que prévu, mais sûrement plus tard, ou comme si le Gabon avait été au bout de cette CAN, peut-être courant février, courant mars. Ça va nous amener sur le match, ce sujet, évidemment. Toutes les transitions de cette émission sont extrêmement travaillées. Quel Mais est-ce que talent. pour vous, est-ce que c'est un coup dur dans notre saison de perdre pour quelques semaines et quelques semaines de plus que prévu initialement Mario Lemina? Un coup dur, ça va être un coup dur, je pense. Après, tout dépend un peu comment ça va se soigner, parce que voilà, comme tu l'as dit, on n'est pas médecin, on n'a aucune idée dans quel état physique il est. Et d'ailleurs, on va lui souhaiter un prompt rétablissement si jamais, par miracle, il écoute notre émission et tout ça. Mais il faudra voir aussi dans quel état. On sait que le Covid, ça peut être très très compliqué pour revenir, retrouver un peu des sensations, du cardio, tout ça, hein, parce que en plus, c'est un joueur qui se ménage pas. Donc faut espérer qu'il puisse être soigné et rétabli voilà, assez rapidement. Si c'est dans le courant du mois de février, ben, ça sera déjà peut-être inespéré. Et tant qu'on retrouve un Mario Lemina qui en forme, ça sera parfait. Mais bien sûr que ça va être un coup dur, même si voilà, on va en parler. Mais on a eu des remplaçants, d'ailleurs un Kefren Turam qui a été très très talentueux et qui l'est encore. Après, voilà, ça va revenir à ce qu'on disait en début d'émission.
un mec comme Dacunia, pour l'instant, bah, tu vois, s'il avait été présent, tu peux remettre un Boudaoui au cœur du jeu, même si peut-être que Galtier, il est pas forcément pour. Mais quand on voit que Schneiderlin, bon, bah voilà, il a été suspendu, Lemina blessé, au milieu, faut pas que Rosario ou Thuram, sinon, bah voilà, ça va créer des petits décalages et des manques de solutions. Donc c'est pour ça que, pour, euh, pour reparler de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pour ça que des recrues sur les côtés, bah, ça va être très très important parce que si Lemina il en a réellement pour 6 semaines, et peut-être que c'est juste un minimum, ou peut-être que c'est un maximum, je sais pas, mais il va falloir trouver des solutions au cas où. Bon, en tout Voilà. cas, on exclut probablement une arrivée au milieu de terrain, ce serait assez étonnant. On a quand même le réservoir et en plus, on a eu des bonnes surprises, hein, que ce soit les performances de Morgan Schneiderlin là depuis son retour sur les terrains en fin d'année, début d'année civile 2022. Boudaoui qu'on espère, comme tu dis Romain, peut-être revoir dans l'axe un jour, à un poste où il sera un peu plus à l'aise, un peu plus Mm. en confiance et également voilà la performance. Et je vous propose de commencer par ça pour notre programme de Nice-Nantes. Du coup, cette victoire de buts à 1 de l'OGC Nice avec un but de Kasper Dolberg sur penalty, ce qui explique probablement l'absence de Brice de cette émission d'ailleurs. Voilà, et un but de Thuram dans le jeu pour donner la victoire aux Aiglons. Donc voilà, Thuram buteur au terme d'une très très belle action. Je ne vais pas dire collective, mais d'une action menée en tout cas à deux avec Amine Gouiri, passeur décisif sur ce but. Thuram qui conclut une course de 50 mètres, je pense, par ce but. Voilà, on a encore vu son association avec Pablo Rosario et vraiment, enfin, tout simplement, on a aimé ce qu'on a vu. Au-delà du but, on a été rassuré. On a eu beaucoup peur de ce que l'absence de Mario Lemina pouvait induire. Et là, pour le deuxième match d'affilée, on est très content de la performance de notre père au milieu de terrain. Ah oui, clairement. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient fait, entre guillemets, une mi-temps chacun. J'ai trouvé en première mi-temps que Rosario avait fait une grosse première période où on l'avait énormément vu et où Thuram peut-être un tout petit peu moins, même si c'était quand même très correct. Et en deuxième mi-temps, on a vu Thuram qui avait plus le ballon, qui le portait un peu plus vers l'avant. Bah, au final, il est récompensé par son rush incroyable, avec son 1-2 avec Gouiri qui va au bout. Mais voilà, c'est rassurant parce on parlait de Lemina il y a quelques minutes et tu te dis que tu vas sûrement pouvoir compter sur deux mecs comme ça et potentiellement aussi sur Schneiderlin qui a été suspendu injustement. Donc, mais Thuram quand même, on peut dire ce qu'on veut sur lui, il faut pas oublier quand même son âge et ce qu'il est capable de faire pour son âge, c'est quand même, je pense, très très fort. Il lui manque pas grand-chose pour atteindre vraiment le plus haut niveau, peut-être un peu plus de volonté de jouer vers l'avant, et on l'a vu sur cette action-là, bon, où il est bien poussé par Jordan Amavi également, mais voilà, Ouais. sur cette action où il se décide à se projeter, en fait, il n'y a pas grand-chose qui peut lui résister par sa qualité technique, sa qualité de projection. On lui reproche parfois voilà, de pas toujours jouer vers l'avant, mais quand il le fait, c'est voilà, je trouve que c'est la très très grande classe. Je suis peut-être pas tout à fait objectif avec ce joueur, mais il y a pas, pour moi, il lui manque vraiment pas grand-chose. Et c'est une excellente chose qu'il ait décidé de rester une saison de plus à l'OGC Nice, de prolonger son contrat. On espère qu'il s'inscrira dans la durée avec nous. Indépendamment, voilà, Je, vas-y Romain. je voulais juste rajouter un truc, peut-être que par rapport au bloc bas, quand on va jouer contre des blocs bas et tout, Hmm. un mec comme Thuram, mine de rien, ça peut vraiment apporter un surnombre dans le cœur du jeu. Et donc là, comme on va jouer contre Metz, enfin voilà, contre Clermont après, je pense que voilà, il peut amener cette projection et ce surplus au niveau offensif, et c'est des fois ce qui nous faisait défaut. Et je pense que ça peut être une bonne chose pour les prochaines semaines. Ouais. Très bien, on espère voilà, le voir, même si on espère aussi récupérer Mario Lemina forcément, mais on est content d'avoir un tel remplaçant à ce niveau-là. C'est vraiment signe un peu aussi des nouvelles ambitions que le club a, de se dire que t'es peut-être dépossédé de ton meilleur joueur ou de un de tes meilleurs joueurs depuis le début de la saison. Bah, tu es capable de sortir une cartouche comme ça. C'est peut-être un peu écœurant pour les adversaires. Je me faisais la réflexion au stade l'autre jour, mais tu te rends compte, tu sors Gouiri et Dolberg, tu fais rentrer derrière un Delors, t'imagines à quel point c'est blasant pour les mecs en face. Tu te dis non mais en fait c'est jusqu'au bout ils C'est peuvent te incroyable. balancer des cartouches Ils nous laisseront jamais tranquilles. c'est ça. Voilà, exactement. Indépendamment voilà des performances individuelles, on a un peu accéléré le sujet sur Thuram parce que bah du coup on a parlé par rapport à l'actualité toute chaude aussi sur Mario Lemina. Sur le scénario du match plus globalement,
On a vu un OGC Nice qui était encore à réaction. On domine ce match. On a la chance d'ouvrir le score assez vite. Pour une fois, malgré tout, on se prend cette espèce de vieux but sur coup franc, alors que Nantes n'avait pas eu des masses d'occasions jusque-là. Et ce n'est qu'à partir du moment où tu te prends ce but avant la mi-temps que tu décides de revenir et de forcer le destin pour marquer ce deuxième but. Et une fois que tu remènes au score, c'est à nouveau le rideau. Tu passes les 20 dernières minutes, la dernière demi-heure, à serrer les fesses jusqu'au bout. Donc, encore un OGC Nice à réaction. Toujours pas la capacité de te permettre de vivre une fin de match tranquille. Les occasions, on les a eues, mais ce troisième but n'est malheureusement jamais arrivé. On a eu davantage peur du 2 partout que du 3-1. Est-ce que pour vous, c'est dans l'ADN de cette équipe et il faut se préparer que jusqu'à la fin de la saison, on va s'amuser à voir cet OGC Nice jouer derrière, essayer de conserver le résultat acquis au forceps? Ou est-ce que malgré tout, vous avez toujours espoir qu'il y ait des progrès possibles et qu'on arrivera un jour à faire un match véritablement plein? Moi, je l'avais dit déjà après le match de Brest, et je pense que comme vous l'avez dit, ça doit être un peu dans l'ADN de cette équipe d'aimer défendre, d'aimer aller à la guerre un peu, de se bagarrer. Pourtant Nantes, que ce soit en première mi-temps, et après ils ont quelques fulgurances, et sur certaines accélérations, ils nous ont mis vraiment en danger, hein, mais je pense que naturellement, en fait, c'est peut-être malheureux de le dire comme ça, mais naturellement, l'équipe, quand elle mène au score, elle se remet un peu en position tortue, un peu, tu vois, ou un peu repliée devant sa cage en disant, nous, maintenant, à vous de faire le jeu, nous, on sait défendre et on va vous attendre, quoi. Mais voilà, je pense que malheureusement, il faut s'y faire, et que c'est naturel pour cette équipe, pour moi, de montrer un peu qu'ils sont capables d'aller à la guerre et de se bagarrer comme ça, comme on l'a vu à Brest, ou en infériorité numérique, et où tu vas mettre 3 buts. Et là, pareil, de faire le dos rond à 2-1, à laisser un peu la balle à Nantes, qui est pas non plus une équipe exceptionnelle, mais de leur laisser la balle et de les attendre pour les punir, et pour montrer que tu sais le faire, quoi. Ouais, après, ce qu'il y a aussi, je pense qu'il y a cette deuxième place, hein, qui peut aussi pas les traumatiser, mais leur faire un petit peu peur. Déjà, on n'arrêtait pas d'entendre dans la presse que la deuxième place, elle était maudite. Elle a fait que tourner, cette deuxième place. Donc après, je pense qu'on a un groupe qui est jeune. Certes, bon, il y a des mecs qui ont l'habitude de ce genre de situation. Mais après, je pense que ouais, il faudrait qu'ils aient ce déclic de se dire que au bout d'un moment, on a les qualités techniques pour aller chercher ce break, quoi, ce deuxième, ce troisième but. Mais je pense que plus on va s'approcher de la fin du championnat, si on reste dans ces positions, ouais, comme disait Bada, je pense qu'on va être une équipe en fait à chaque fois à réaction, quoi. On a l'impression que dès qu'on est dos au mur, on commence à jouer notre jeu. Et bon, il y a des matchs où ça va pas suffire. Et on l'a déjà vu dans la première partie de saison. Il y a des fois où ça va être un peu compliqué. Donc j'espère sincèrement que Galtier va leur faire un bon bourrage de crâne à ce qu'ils se lâchent totalement. Parce que je pense que s'ils se lâchent pas, ouais, on va au-delà de quelques petites contre-performances. Et on dirait que contre les grosses équipes, il n'y a pas cette pression parce qu'ils doivent se dire, bon, si on perd ou si on fait un match nul, bon, bah voilà, c'est pas dramatique parce que c'est une équipe qui est censée être plus forte. Mais je sais pas, contre les petites équipes, on dirait qu'il y a vraiment un frein. Un frein. Et Oui, puis t'es obligé de jouer tout le temps, hein. On a vu la performance face au PSG. Tu sais, face à ce genre d'équipe, que tu n'as pas une minute de répit si exactement. jamais tu veux arriver à avoir un résultat. Tandis que peut-être que face à des équipes supposément plus faibles, comme tu dis, je dis pas que consciemment tu tires le frein à main, mais peut-être que inconsciemment tu te dis ça va, on domine, on a des occasions. Qu'est-ce qui peut vraiment Ouais, je nous pense que arriver? Et après, tu te prends Mm. un vieux coup franc de merde. D'ailleurs, petite question, puisqu'on parle de ce coup franc, pour vous, est-ce que Benitez fautif sur le coup franc ou pas? Ouais, totalement. Ah, Totalement pour moi. Parce que même si le mur, c'est Dolberg, je crois, qui est dans le mur, qui... Mhm. Après, c'est toujours compliqué, hein, ceux qui ont joué au ballon un peu, quand t'es dans un mur, tu te fais un peu fusiller à quelques mètres, donc c'est toujours compliqué de savoir comment mettre la jambe et tout pour vraiment détourner la balle, et pas te la mettre dans tes propres buts. Mais Benitez, pour moi, il est pas non plus caché énormément par le mur. Quand tu vois le ralenti, la balle, Puis la main molle surtout, quoi. Parce que il est normalement, clairement si sur la tu mets balle, le quoi, point, en fait. t'es censé la C'est remplacer. surtout ça. C'est surtout ça. C'est des erreurs,
flagrante pour moi de gardien, quoi. La main ferme, tout ce qui est truc comme ça. Mais là, clairement, tu vois le ralenti, il est sur la balle, il a juste à avoir la main ferme et la sortir. Et c'est pas le cas. Donc, bien sûr que le mur est un petit peu fautif, mais pour moi, Benitez est énormément fautif sur le coup. Romain? Oui, bah c'est pour moi aussi, la faute elle est à 100% pour Benitez. J'ai lu aussi sur Twitter que c'était de la faute de Dolberg. Donc non pas que j'adore ce joueur, même si c'est le cas, mais au bout d'un moment dans le mur, enfin moi je sais quand je joue au foot, on m'a jamais dit de tendre la jambe pour toucher le ballon quoi. Un mur ça doit rester en place et puis basta. Parce que comme le disait Bada, tu lèves la jambe, c'est le meilleur moyen pour contrer le ballon dans ta cage. Mm. Donc non, pour moi, la faute de main, elle est flagrante de Benitez. Et puis même si le mur cache un peu le ballon ou quoi que ce soit, au bout d'un moment, c'est pas un coup franc La à frappe est 20 pas mètres. incroyable, quoi. Ouais, la frappe est pas incroyable non plus. Il est Elle est très bien bien, elle est placée. très bien placée, effectivement, mais bon, je pense que du moment que tu es Ouais, dessus, tu dois pouvoir être capable de la boxer ailleurs que dans ton bien petit sûr. filet, quoi. C'est pas le coup franc de Zlatan Auré, quoi. Oui. Ouais, Qui est arrivé exactement. Parlais de à fusil- 3000 km/h. tu parlais de fusil à bout portant, je pense que c'est la meilleure image qu'on puisse, Ouais. qu'on puisse Non, en mais avoir, voilà. effectivement. Je veux dire, sur un coup franc comme ça, tu peux rien dire. Mais là même si c'est au sol et très bien placé, la frappe est pas fulgurante. Et surtout, encore une fois, Benitez, il est dessus, quoi. Bon, très bien, on va pas non plus défoncer Oui, Benitez oui, qui non. nous a rapporté probablement les 3 points à Brest Non, non, c'est pas le but. la semaine d'avant. Le résultat y est quand même, mais bon, effectivement, c'est toujours ce genre d'action qui va relancer le débat quant à l'avenir de Walter Benitez et de son éventuelle succession l'été prochain du côté de l'OGC Nice. On va essayer de se concentrer peut-être d'abord sur ce qui a fonctionné. Bon, je suis même pas sûr que, enfin, on va en parler histoire d'en parler, mais je pense il n'y a pas de débat. Ce match marque aussi, je pense, la prise de pouvoir devant de Justin Kluivert et d'Amine Gouiri qui définitivement ont montré, même dans un match où ils ont peut-être pas été forcément ni buteurs ni décisifs directement. Alors qu'Amine Gouiri est quand même auteur aussi de cette très belle remise pour le but de Kefren Turam. Mais ces deux-là ont encore une fois confirmé que il faudra compter avec eux vraisemblablement jusqu'à la fin de la saison, sauf blessure. Et que là, on a trouvé au moins sur les 4 postes de devant, 2 titulaires très certains et intouchables hors gestion de leur physique. Ouais, Kluivert, que dire de plus qu'il est extrêmement talentueux et qu'on s'en doutait, mais quand son physique est là, c'est quel joueur quand même. Il est capable de faciliter, d'élimination. On l'a vu en première mi-temps là. Bon, moi j'étais en sud du coup comme d'hab là. Son passement de jambe accélération là qui amène la faute, c'est incroyable. Il va à une vitesse, c'est impressionnant. Donc je pense que pour reparler rapidement de son option d'achat, je pense que dans la tête de tout le monde, peut-être même des dirigeants, c'est probablement quasiment acté. Je pense que la seule dernière condition qui va entrer en jeu, c'est est-ce qu'il sera capable de tenir physiquement jusqu'à la fin de S'il saison. finit Et la saison comme ça, notamment physiquement, la question se pose pas selon toi? ah oui, non, pour moi, elle se pose pas. Déjà là, tout de suite, je pense que ça serait Non, mais pas t'es dans ça serait- l'émotion là déjà, donc Oui, oui, voilà, je suis déjà, je parle avec les étoiles dans les yeux, quoi, c'est c'est ça, ça. voilà. Mais, mais non, non, mais déjà là, je pense que 90% des supporters seraient favorables à le voir signer. Mais voilà, je pense que c'est quand même assez judicieux d'attendre la fin de saison peut-être pour voir s'il est capable de maintenir ce niveau et surtout physiquement, s'il est capable de tenir. Si c'est le cas, pour moi, ça fait aucun doute que le club va le garder et que je pense qu'il voudra rester aussi. Ah, mais moi, je pense qu'il va vouloir rester. Et comme tu dis, Bada, c'est vrai qu'il vaut mieux attendre la fin. Maintenant, je ne sais pas les clauses qu'il y a dans l'option d'achat. Il y Je a ne une sais pas si clause c'est une option notamment. d'achat. Alors, c'est une option d'achat. Les clauses qui font passer ça en obligation, c'est un certain nombre de matchs joués, mais qui n'a jamais été confirmé. Il y en a qui parlent de 20-25 matchs Voilà, c'est joués. ça. Ça a pu être plus. Voilà. Et une qualification européenne pour le GC Nice. Donc, sans trop s'avancer, normalement, la qualification européenne, ça devrait être le cas. Et a priori, si jamais tu ne te qualifies pas pour une Coupe d'Europe, c'est que il y a eu quelques soucis au Si niveau de ça ton compte même une attaque et notamment conférence league ou Kluivert. quoi. Voilà. Mm. Mais par contre, voilà, il y a ce certain nombre de matchs joués qui peut faire devenir cette option une obligation. Maintenant, on sait aussi que Kluivert a été blessé 2 mois. Est-ce que ce temps perdu ne rend pas plus compliqué le passage en obligation? Est-ce qu'on va pas vouloir aussi
peut-être jouer sur la peur que cette obligation ne soit pas atteinte pour faire baisser le montant de l'option d'achat qui normalement est autour des 15 millions d'euros. Ça reste à voir. On laisse notre spécialiste de la négociation, Julien Fournier, le faire. Mais à ce prix-là, messieurs, s'il maintient son niveau, on aura peut-être du mal à trouver un joueur aussi performant. Ah bah pour moi, de toute manière, clairement, je vais encore revenir parce que c'est un truc qui me traumatise, mais contre les petites équipes, c'est ce genre de joueur qu'il nous faut pour justement faire exploser un peu les défenses et puis pour amener de la profondeur. Chose qu'on n'avait clairement pas avant que Kluivert soit réellement en forme depuis le match de Paris, où je le trouve vraiment très très bon. Mais, euh, mais c'est clair et net qu'un joueur qui prend la profondeur technique rapide, on n'a que lui et voilà, qui percute, qui fait tourner un peu la tête aux défenseurs. Donc clairement, pour moi, ça va être le facteur X de la deuxième partie de saison. Je serais curieux de connaître notre moyenne de points avec et sans Kluivert. Si je m'ennuie entre 2 lectures de presse grecque, je pense que je vais, je vais faire ça. Voilà. Mais à mon avis, le ratio est très en faveur de avec Kluivert. Hein. Mais bon, après, peut-être que je. De toute façon, même sans parler statistiques, et comme tu l'as dit, je pense que c'est largement favorable de son côté. Mais quel plaisir de le voir jouer quand même, d'avoir un joueur comme ça. Là, en plus, tu vois que physiquement, il est vraiment bon. Ben, il a une faculté à enchaîner les courses parce qu'il vient défendre aussi. Hein. C'est un joueur qui est capable de venir aider son défenseur. Mais quand il a le ballon, ça va à 10 000 à l'heure. Quoi. C'est un truc assez impressionnant quand même. Donc, et puis je pense qu'il est dans un climat aussi qui lui va bien. Il est entouré un peu de joueurs qui sont capables de parler un peu sa langue natale. Il s'entend très très bien avec Dolberg, je pense aussi. Donc, comme je disais tout à l'heure, je pense que ça peut être plein de petites conditions qui peuvent nous faire espérer plein de choses quand même. Au rayon des bonnes nouvelles également, c'était la première de Jordan Amavi, son retour à l'Alliance Riviera. Une première plutôt qualitatif, j'ai trouvé. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose non plus à dire, mais en tout cas, peut-être enfin une vraie concurrence à Melvin Barr, depuis qu'Hassane Camara, malheureusement, avait décidé d'abandonner cette concurrence et en partant par la suite du côté de Watford. Donc voilà, le retour d'Amavi, bon, c'est un petit côté sympa de revoir l'enfant du club aussi revenir sous nos couleurs. Sur le terrain, ça s'est plutôt bien passé. On a vu assez dur sur l'homme. Hein. Le carton aurait pu être d'une couleur peut-être un peu plus foncée aussi. Mais bon, on n'avait pas arbitré toutes les semaines par Stéphanie Frappard non plus. Est-ce que pour vous, voilà, vous avez été content de voir ce retour de Jordan Amavi? Est-ce que vous le voyez peut-être s'inscrire durablement dans cette concurrence avec Melvin Barr? Ou est-ce que on est peut-être aussi pressé de revoir notre roue préférée pour un peu dynamiter ces postes de latéraux qui, on le sait, ces dernières semaines posent un peu problème. On va pas reparler de l'état de forme de Jordan Lotomba, mais voilà, c'est peut-être aussi ce qui manque un peu à l'OGC Nice pour jouer un peu plus de l'avant. Moi, j'étais content et j'avais hâte, entre guillemets, de le voir un peu à l'œuvre. Je pense quand même que rien que sur ce match-là, et sans dénigrer Camara ni quoi que ce soit, mais je pense quand même qu'on voit c'est pas le même joueur quand même. Il est capable de jouer plus au ballon tout simplement qu'Hassane Camara, à ma vie. Après voilà, on l'a vu par exemple sur aussi le but de Thuram, il est devenu un peu ce joueur d'expérience aussi, hein, parce il commence à avoir une certaine expérience. Il est parti en Angleterre, il commence à avoir pas mal de matchs de Ligue 1 au compteur. Il est capable de tout ça maintenant. On l'a vu faire aussi un retour assez fracassant là sur l'attaquant nantais où on aurait pu avoir peur du penalty, mais au final il défend super bien et il y a faute sur lui. Donc moi je suis assez content de son match pour une première où on le disait en manque de forme, tout ça, il a quand même joué ses pas mal de minutes et je trouve qu'il a fait une bonne prestation. Voilà, ça n'a pas été flamboyant, mais c'était très loin d'être mauvais, quoi. Bon, c'est une première, on sait qu'il manque de temps de jeu quand même. Ces dernières semaines, on n'allait pas non plus attendre tout de suite sur un exploit, mais voilà, c'est histoire de dire quelque chose de positif. Ça nous arrive aussi dans cette émission, surtout quand on est deuxième du championnat, on vous l'accorde évidemment. Mais voilà, c'était quand même assez sympa de revoir Jordan à ma vie. On sait que Romain était ultra favorable à son retour, donc on imagine que là, toi aussi, voilà, t'as bien aimé comme tu dis. Bah ouais, carrément, puisque bon après c'est vrai qu'il a pris une prise de masse quand même.
il va falloir qu'il fonde un petit peu. Mais, Il y mais a du après, muscle, mais pas que, vraisemblablement, effectivement. ouais, il y a aussi du burger aussi, hein. Ou peut-être un petit coup au Nespo, je sais pas. Mais, mais en tout cas, non, après, bon, c'est sûr qu'il n'est pas très très affûté, mais je l'ai trouvé pas transcendant, mais je l'ai trouvé propre dans le travail défensif. Au bout d'un moment, il a fait un très bon retour quand Dante il se trouve un petit peu, mais enfin un peu beaucoup, mais il fait un bon retour. Donc non, moi j'étais pas agréablement surpris, mais non, j'étais content de le revoir porter nos couleurs. Et de toute manière, pour moi, c'est un enfant du club, qu'il soit passé par Paris, Marseille, enfin bref, je sors des clubs comme ça, mais je m'en fous, quoi. Voilà. Moi, pour moi, c'est un enfant du club. Il a jamais craché sur le club comme certains. Il a toujours dit que du bien. Il a toujours eu une bonne approche par rapport au personnel du club. Donc, je suis très content de son retour. Et s'il peut retrouver le niveau de sa première année à Marseille, eh ben, franchement, je pense on tient là une belle recrue. Ouais, pour 5 millions d'euros, le montant de l'option d'achat, on pourra peut-être pas espérer mieux. On attend de voir ça et puis on attend de voir dans les prochaines semaines, en fonction de l'évolution aussi de la contamination au Covid de Melvin Barr et de son retour à un bon niveau physique, si Jordan Amavi ne va pas multiplier les apparitions. En tout cas, on est content d'avoir cette nouvelle option. Voilà, c'est toujours des forces en présence supplémentaires pour les échéances à venir pour l'OGC Nice. Avant de terminer l'émission, de faire un petit point classement, où encore une fois, nous sommes deuxième de Ligue 1, je tiens à le rappeler, on n'a peut-être pas souvent l'occasion de le dire et ça fait plaisir. Est-ce que pour vous, il y a un point négatif à aborder? Bon, j'ai noté en vrac l'entrée de Delors qui apporte un peu toute sa puissance et sa fougue, mais qui manque encore un face-à-face. On pensait que voilà, son but à Brest lui redonnerait confiance, mais il manque un peu de lucidité dans son face-à-face avec le gardien nantais. Boudaoui et Stengs qui, malheureusement, on sent qu'ils ont quelque chose, ils montrent des belles choses par intermittence, mais aucun des deux ne semble être en mesure de s'imposer, en tout cas dans l'immédiat, comme un véritable titulaire, un véritable pendant à Justin Kluivert, en tout cas, du côté droit. Est-ce que pour vous, il y a quelque chose de plus à dire sur cette rencontre? Bon, moi, globalement, si on veut vite fait terminer sur un petit point négatif, si on peut dire comme ça, parce que malgré la victoire, mais c'est toujours ce côté droit comme ça, Lotomba Boudaoui, que je trouve un peu compliqué. Donc, La voilà. bonne nouvelle, c'est que Youssef Attal pourrait revenir beaucoup plus Voilà, vite que exactement. prévu, vu les résultats de l'Algérie à la CAN. On ne lui souhaite Exactement. Ouais, c'est évidemment vrai. pas, mais ça serait une mauvaise nouvelle fort heureuse pour nous. Espérons qu'ils reviennent aussi affûtés et revanchards, hein, si jamais ils sont éliminés et on lui souhaite pas, enfin quoique un petit peu, hein, si on pense si on pense un peu égoïstement à Nice, mais Mais voilà, ce oui, côté on est droit. chauvin, nous. Bah oui, Est-ce que le voilà. karma s'occuperait de Jamel Belmadi actuellement, vous pensez? C'est ça, les mecs, ils arrivent pas à marquer un but, mais il a laissé Delors. Il s'est embrouillé avec Delors, tout ça. Donc, ouais, c'est un petit karma. Mais bon, après, on va pas, on va pas trop. Ne rentrons pas dans ce On débat, va, mais voilà. voilà, S'il parce y avait un qu'après, c'est petit nous qui côté allons manger un négatif, karma ouais, après. exactement. S'il y a un petit côté négatif, bon, toujours ce côté droit qui décidément a du mal à Ouais. trouver ses marques. Romain, est-ce que quelque chose que tu as pu regretter sur cette rencontre, à part, on l'a déjà dit, voilà, la difficulté de se mettre à l'abri, de jouer 90 minutes à fond, de se rendre le match facile face à une équipe de Nantes qui avait beaucoup d'absents, mais qui a montré aussi de belles choses en fin de match, hein. Il ne s'agit pas non plus de diminuer la performance Ouais, nantaise. ouais. C'était un match agréable à regarder au final, j'ai trouvé contre toute attente. Non, mais oui, oui. Après attention, hein, Nantes, moi j'ai toujours trouvé que c'était une belle équipe, même si là, bon, ils avaient plusieurs absents. Mais non, après du négatif, oui, on pourra toujours en trouver, je pense. Mais après, il y a plus de points positifs que de négatifs. On va pas revenir sur le côté droit. Mais voilà, non, moi j'étais content dans l'ensemble de la victoire, de l'entame de match qu'on a pu faire encore une fois. Je trouve qu'on fait une belle entame de match, comme contre Brest. Donc ça, déjà, je trouve qu'on a réussi à gommer ce côté négatif qu'on a eu pendant une bonne partie de la première saison. Non, après voilà, côté négatif, vous avez tout dit, hein, j'ai pas besoin d'en dire plus. Très bien, alors faisons ce petit point classement, ce petit moment plaisir au terme de cette émission
Marathon, j'avais pas trop envie de vous couper, j'ai déjà l'impression voilà, qu'on a beaucoup, qu'on a beaucoup parlé et qu'on aurait pu en dire encore beaucoup plus. Voilà, on s'excuse pour la longueur peut-être de certains propos, mais bon, vous êtes comme nous, vous êtes passionnés si vous écoutez cette émission, donc vous savez que c'est fait avec plaisir. On espère vous communiquer ce plaisir également par le. Je sais pas où je vais avec cette phrase. Et puis J'ai des Mercato, sous-entendus Mercato oblige, horribles. forcément. Voilà, puis voilà. Mercato chargé, voilà, c'est indispensable de revenir là-dessus. Donc, une deuxième place, l'OGC Nice qui occupe seule cette place de dauphin du PSG avec 39 points. Marseille qui a fait match nul face à Lille hier et Cal à 37 points, certes avec ce match en moins à Lyon à redisputer à une date ultérieure. L'OGC Nice met du coup désormais 5 points à Rennes 4e, 6 points à Monaco 5e et à Lens 6e. Après, ça fait 7 et 8 points sur les places non européennes de Strasbourg et de Montpellier, mais qui ont également un match en moins. On commence à voir apparaître un petit matelas, donc on va pas s'enflammer pour ne pas prendre de retour de karma immédiat, mais malgré tout, voilà, on commence à se détacher de ces places non européennes et en tout cas, ça fait, voilà, ça fait plaisir à voir et ça enclenche une dynamique positive du côté de l'OGC Nice, surtout qu'on a encore 2 matchs supposément à notre portée puisque la semaine prochaine, nous nous déplacerons, du côté de Metz qui est 15e et puis avant de recevoir Clermont. On en parlait avec, le prêt de Lucas Acuna en tout début d'émission, Clermont qui est 16e. Donc normalement, les 12 points qu'on visait en début d'année pourraient être atteints, en tout cas facilement 10, On je espère, en tout pense. cas. Avant cet enchaînement de matchs plus compliqué face à des concurrents en place européenne, je pense à Lyon, je pense à Strasbourg, Paris, Montpellier. Je crois qu'après on enchaîne avec Marseille, Lille. Voilà, on a après des mois relativement compliqués. Donc voilà, messieurs, est-ce que là, pour vous, est-ce que se joue en fait la suite de notre saison en se disant là sur les 2-3 matchs faciles qui arrivent, si on fait le plein de points sans que ce soit mathématiquement fait, est-ce qu'on pourra se dire si tu arrives à 15 matchs de la fin avec 10 points d'avance sur les équipes non européennes, est-ce que tu peux commencer à te dire que la deuxième place, c'est pas joué, loin de là, mais l'Europa League, la Conference League, ça commencera à sentir bon. En tout cas, on peut dire que le maintien est bientôt acquis, en tout cas. Déjà, histoire de. Encore une victoire pour les 42 points. C'est ça. Non, c'est non, des années mais. d'habitude à regarder derrière. Ouais, oui, c'est les vieux souvenirs qui ressortent. Mais non, mais là, je pense que comme tu l'as dit, tu vas jouer Metz et Clermont. Entre-temps, il y aura Paris en coupe, hein, je crois, mais Metz et Clermont, si tu arrives à enchaîner encore 6 points là-dessus, il y aura forcément des faux pas aussi de notre part, probablement dans la saison, mais des concurrents, hein. On voit un peu. Sachant on que voit Lens. les concurrents vont aussi reprendre la Coupe d'Europe pour la plupart. Alors, Ben pas tous, voilà, à Lens, mais Marseille, Rennes, Monaco, Lyon, ça va reprendre la Coupe d'Europe aussi. Exactement. Donc toi si tu as la chance ou la malchance de ne pas avoir de Coupe d'Europe cette année, donc je pense qu'il faut faire le maximum de points sur des équipes supposément plus faibles. Et si tu arrives à te faire ce petit matelas, comme tu disais, là, voilà, ça paraîtrait... si tu arrives, comme tu l'as dit, à 14-15 journées de la fin avec au moins 10 points sur les places non européennes, ça serait incroyable de louper ce coche-là. Donc je pense qu'il faut faire le max de points rapidement. Ça peut aussi te permettre de pouvoir te contenter de faire des matchs nuls face à tes concurrents directs dans les fameux matchs à 6 points qui vont arriver au printemps. Tu peux aussi, si tu es au-dessus au classement, bien sûr, gestion, quoi. Le but c'est toujours de gagner, mais comme tu le dis, te mettre un peu en gestion et peut-être sur des fins de rencontre où tu tiens le match nul, de ne pas partir à l'abordage parce que tu n'en as pas besoin. Ça peut aussi jouer sur l'ascendant psychologique quand vont venir des matchs très compliqués face à toutes ces équipes qu'on a citées. Messieurs, je crois qu'on a réussi à arriver au bout de cette émission marathon. Voilà, encore désolé pour la longueur, mais il y avait de nombreuses choses à dire dans l'actualité de la semaine de l'OGC Nice. On est très content d'être deuxième, très content de voir que le mercato s'agite. On va vivre, je pense, là, les 2 prochaines semaines entre les échéances importantes sur le terrain. C'est vrai qu'on n'a pas cité aussi ce 8e de finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain qui pourrait donner une saveur toute différente, très appréciable à la fin de saison de l'OGC Nice. Mais voilà, c'est ces 2 rencontres qui vont permettre de capitaliser sur la deuxième place, des nouveaux joueurs qui devraient arriver, comme nous l'a dit Romain, dont on attend encore un peu les identités et de voir un peu l'ambition que l'OGC Nice et qu'Ineos va donner à la deuxième partie de saison du gym.
On reviendra évidemment très rapidement dès la semaine prochaine pour faire le point là-dessus. Peut-être plus rapidement si jamais il y a une arrivée surprise sur laquelle ça vaut le coup de consacrer une émission en entier. En attendant, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, que ce soit Cédric, que ce soit moi sur Twitter, @Badagous et @Pantalon l'émission sur tous les réseaux possibles et imaginables de podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, mais également sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains numéros, à liker, à mettre des commentaires. On apprécie toujours, on essaie de s'en servir pour s'améliorer. D'ici là, portez-vous bien, essayez d'esquiver au maximum le Covid parce que là, on sent tous et toutes que ça se rapproche. Portez-vous bien et Issa Nissa.